Je vous souhaite la bienvenue à ce deuxième webinaire de la série Vignes et vins, organisé par les conseillers de la table sectorielle horticole du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Ces rendez-vous vous permettront d'entendre des experts aborder différents sujets de la production viticole au Québec. Je me présente, Caroline Turcotte, conseillère dans le secteur de la vigne, des arbres fruitiers et des fruits émergents à la direction régionale de l'Estrie. Je serai votre animatrice pour la prochaine heure. Je suis accompagnée de ma collègue Karine Bergeron, agronome, conseillère en viticulture et pomiculture à la direction régionale de la Montérégie. Karine m'assistera et sera responsable de la section clavardage ainsi que de la période de questions. Donc, c'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette présentation dont l'objectif est de découvrir l'origine et la génétique des nouveaux cépages et les différents programmes d'hybridation. Une conférence qui vous permettra de comprendre que tous les hybrides ne sont pas égaux. Alors, probablement une conférence riche en informations. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter le webinaire. J'invite Madame Andréane Hébert-Haché à ouvrir sa caméra et à partager sa présentation. Pendant ce temps, je vais présenter notre conférencière invitée. Donc, Andréane Hébert-Haché détient un doctorat en sciences biologiques de l'Université Brock avec une spécialisation en biologie végétale, œnologie et viticulture. Elle est directrice générale au Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel, le CRAM, depuis octobre 2024. Et en tant que chercheuse en viticulture et œnologie, elle y pilote des projets de recherche depuis 2021. Ses recherches portent sur la rusticité hivernale de la vigne, la lutte contre le gel, les interactions entre clones et porte-greffes dans les cépages hybrides, également sur l'utilisation de nouveaux cépages et plus encore. Andréane est engagée dans le développement de pratiques viticoles adaptées aux conditions québécoises et dans la valorisation scientifique de l'industrie du raisin et du vin. Son parcours est marqué par une passion pour la viticulture nordique et une volonté de faire rayonner la recherche appliquée au service des producteurs. Andréane, la parole est à toi. Bonjour, merci. C'est drôle de présenter devant un webinaire vide, là, puis je vous vois pas, donc c'est pas le genre d'environnement de présentation dans lequel je suis le plus confortable généralement, mais on va y aller. Merci énormément de m'avoir invité. Je suis très contente de présenter ces résultats-là. Je pense que c'est un projet que les producteurs attendent, vous attendez beaucoup. J'assume qu'il y a beaucoup de producteurs dans la salle. Je pense qu'il y a beaucoup de données super intéressantes. On est encore au début du projet. On en a pour plusieurs années à en parler de ce projet-là. Donc, c'est très cool. Puis enfin, on a des données. Donc, voilà. Je voulais commencer aussi en disant que Camille Clément, Mathias Gagnon-Barbin, c'est deux professionnels de recherche au CRAM qui ont travaillé énormément sur ce projet-là en réflexion scientifique. Donc, les trois, on a un apport à la réflexion scientifique pour ce projet-là que je dirais vraiment équitable. Donc, je voulais vraiment partager ça pour commencer. Puis voilà, Camille est aujourd'hui dans le chat. Donc, s'il y a des questions, je pense qu'elle va pouvoir y répondre si ça lui tente. Mais voilà. Donc, s'il y a une Camille Clément qui répond à vos questions, sachez que c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle. J'ai déjà été présentée. Sachez que c'est ça, ça fait plusieurs années que je suis dans le vin. Ça fait depuis 2010, en fait, que j'étudie le vin, y compris une brève formation en sommellerie à l'ITHQ. C'est là que ça a commencé pour moi, la relation avec la viticulture et l'œnologie. On étudie la rusticité hivernale. J'étudie ça depuis très longtemps, notamment au CRAM. Et merci, je suis impliquée dans les réseaux d'essais, notamment le réseau d'essais de Récupum depuis 2022. Le CRAM, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je suis certaine qu'il y en a quelques-uns. On est le Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel. On est un OBNL qui a été fondé en 2004. Puis, notre mission se concentre sur la recherche appliquée en viticulture œnologie, en entomologie fruitière et maraîchère en champ et en phytoprotection en serre. Puis, on a récemment ouvert, en juin 2024, le Centre d'expertise en viticulture et œnologie à Oka. Donc, à cet endroit-là, on a deux vignobles de recherche répartis sur deux sites, dont un qui a été planté dès 2008, puis qui a eu plusieurs phases de plantation entre 2008 et 2023. On a une quarantaine de cépages, dont
les 13 cépages à l'essai dans le réseau d'essai. Mais on en a plus qu'une quarantaine. En fait, on en a vraiment beaucoup. Là. C'est un peu dur de toutes les suivre des fois. Puis, on a des laboratoires biologie moléculaire, œnologie, viticulture, évidemment, tout l'équipement pour faire des beaux projets à plein de niveaux qui touchent les problématiques des producteurs. Puis, on a un espace de production pour faire des fermentations de 500 millilitres. J'ai de la misère à aller plus bas que ça, jusqu'à 1000 litres si on veut. Donc, on a vraiment un éventail d'équipements à notre disposition. Puis, dans le volet, le crabe aussi, c'est ça, un volet qui est plus séricole et maraîcher. On a des grands tunnels, accès à un complexe de serre dans lequel on fait des plans pour la propagation de vignes, notamment des plans qu'on a faits dans le réseau d'essai. Donc, voilà la présentation du crabe. Donc, je vous parle aujourd'hui des bases du réseau d'essai. Je vais commencer par vraiment vous parler un peu de la genèse du projet, des bases. Là, je sais que la description, je me sens super mal parce que la description de ma présentation est très axée sur la présentation des programmes d'hybridation et tout. Je suis désolée pour ceux qui voulaient ça. Je vais vous plus focusser aujourd'hui sur vous présenter nos résultats, dans le fond, la genèse du projet, les résultats qu'on a jusqu'à maintenant, puis où est-ce que ça s'en va. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Puis, on va parler de la suite des autres présentations à venir après, à la fin de la discussion. Donc, aussi, dernière chose que je voulais dire avant de commencer pour vrai, c'est que d'habitude, je pratique beaucoup ces présentations-là en amont. Aujourd'hui, avec les enfants à la maison, j'ai eu moins de temps que d'habitude. Donc, si ma présentation n'est pas la bonne durée, je suis désolée. Ça se peut qu'on soit un peu long, mais on prendra le temps pour les questions. Donc, le réseau d'essai dans la vigne s'inscrit dans les réseaux d'essai dans le secteur horticole. Il y a plusieurs réseaux qui sont en place en ce moment. Il y en a certains qui sont plus courts que d'autres, mais nous, dans les cultures pérennes, comme la vigne, on s'inspire beaucoup d'un modèle de la pomme, qui est un modèle qui se déroule qui est en place depuis le début des années 2000, même la fin des années 90. En ce moment, dans la cohorte actuelle des réseaux d'essai, dans la façon qui ont été financés, on s'est fait donner un mandat de répondre à 3 grands objectifs. Donc, l'objectif d'identifier des cépages qui sont adaptés à nos conditions climatiques, qui sont résilients face au changement climatique et qui aident à réduire l'utilisation des pesticides. Donc, on s'entend que c'est des grands mandats on ne trouvera pas un cépage qui va répondre à tout ça. L'idée, c'est de répondre le plus qu'on peut à ces objectifs-là à travers la sélection variétale. Puis on s'entend, je pense que pour l'ensemble des producteurs qui sont ici aujourd'hui, qui ont un intérêt pour ça ou qui sont producteurs dans la vigne, on sait que ces 3 objectifs-là sont vraiment au cœur des décisions de cépages qu'on prend quand on plante. Donc, c'est super pertinent pour nous. Puis c'est ça vraiment qui a motivé notre implication du CRAM. Le CRAM, dans le contexte vitivinicole dans lequel on cherche à trouver ces cépages-là qui remplissent ces 3 objectifs-là. Puis nous, on vient caractériser les paramètres agronomiques de ces cépages-là. Puis on vient déterminer un peu le potentiel œnologique en vue de faire la production de vin. Donc, c'est vraiment un aspect vitivinicole qu'on apporte. Puis aussi, on apporte l'aspect diffusion des résultats et l'aspect supervision scientifique des essais. On s'entend que beaucoup des cépages que je vais présenter ici, ils sont déjà chez les producteurs, ils sont déjà implantés, des fois depuis plus longtemps que d'autres. Il y a des cépages qui sont plus vieux que d'autres, mais l'idée, c'est vraiment qu'on ait une référence scientifique fiable, puis sur laquelle on peut vraiment se baser pour prendre des décisions dans le futur. Donc, c'est vraiment le contexte dans lequel le CRAM s'inscrit dans ce projet-là. Le réseau, de la façon qu'on l'a réfléchi, c'est qu'on commencerait par un niveau 1, une phase d'implantation au CRAM, dans laquelle cette fois-ci, on a 13 cépages et une référence qui est le market. Puis, on a un niveau 2 qui est un niveau dans lequel on fait une implantation chez les producteurs. Donc, un niveau dans lequel on espère que les producteurs vont adopter ces cépages-là, puis qu'on va être capable de suivre un peu les paramètres agronomiques et œnologiques chez les producteurs pour essayer d'avoir vraiment une idée globale de comment ces cépages-là vont performer dans notre climat. On s'entend que le vignoble dans lequel on est à Oka, c'est pas un vignoble, c'est un des centaines de vignobles, là, des 180 vignobles, je pense, qu'on a au Québec. Donc, il y a une grande diversité de climats et tout. On sait que c'est pas représentatif de l'ensemble des vignobles québécois, évidemment. Puis, on est choyé. À Oka, on a un très beau site d'une grande qualité. Mais reste qu'il faut commencer avec une référence scientifique bien établie quelque part. Donc, on a commencé avec Oka en niveau 1. Puis, pour le niveau 2, on en reparlera dans les années à venir, quand
les producteurs vont être prêts à adopter ces cépages-là. Donc, quelque chose qui est intéressant aussi à noter dans notre mode de fonctionnement, c'est que les grandes décisions sont prises en comité. Là, je fais un mea culpa s'il y a des membres du comité qui sont avec nous aujourd'hui, que cette année, on n'a pas eu de comité parce qu'on est vraiment en phase de juste attendre que les vignes poussent. Mais tout ce qui a rapport avec la sélection des cépages, la façon qu'on a planté et tout, il y a énormément de paramètres que j'ai demandé au comité de m'assister dans la prise de décision. Puis ce comité-là, j'ai la liste, mais il est composé de membres du CRAM, évidemment, de membres du ministère de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation, du MAPAC, des producteurs, Conseil des vins du Québec et des agronomes de club et des agronomes indépendants. On parlera des spécificités de comment on a planté un peu plus loin dans la présentation, mais sachez qu'on n'a pas énormément de vignes. En ce moment, on en voulait 50 pour chaque cépage. On en a juste 40 dans chaque cépage. Donc, ça ne nous permet pas de faire des grands volumes de vinification. On espérait pouvoir faire beaucoup plus de vinif que ça, des plus gros volumes. On est assez limité. Parce qu'on n'avait pas le budget étant limité et tout. Donc, on fait ce qu'on peut. Donc, on fait des micro-vinifications, évidemment. Ce n'est pas des grandes fermentations qu'on fait. Au niveau des étapes de réalisation du projet, je voulais juste vous mettre au courant qu'en ce moment, c'est ça, on a comme préparé le site en 2022. Puis, on espère commencer à préparer le site en 2026 si le financement est confirmé pour les prochaines années à venir. On a donc une phase de plantation qui a été faite en 2023, qui s'est aussi continuée en 2024, que je vais vous en parler. Donc là, on prévoit, si le financement le permet, une autre phase de plantation en 2027. Donc, prenez ça en note, gardez-le en tête, puis quand, si vous avez des suggestions de cépages que vous voulez absolument qu'on teste dans les prochaines années, il va peut-être avoir une opportunité pour donner votre opinion. Au niveau du comité de suivi, je voulais juste vous informer c'est qui qu'il y a là-dessus. Au CRAM, on avait avant Caroline Provost, qui n'est plus au CRAM malheureusement, mais il y a moi, évidemment, des représentants du CVQ, des représentants du MAPAC, comme je disais, des agronomes et des producteurs. Donc, si vous avez des questions plus particulières, vous pouvez les poser à ces personnes-là, si vous voulez. Donc, comment s'est déroulée la sélection des cépages? En comité, on en a énormément parlé. Évidemment, quand vient le temps de choisir des critères de sélection pour un projet comme ça, comment on va choisir les cépages, c'est sûr que c'est un sujet très, très important. Là. Les gens sont vraiment curieux de savoir comment on s'y prend, puis ils veulent être sûrs qu'on le fait bien. Fait que dans le fond, en comité, on s'est entendu sur des critères, des objectifs qu'on voulait remplir avec notre sélection variétale. On s'entend que, vu les objectifs du programme de financement, on voulait absolument une certaine résistance aux maladies qui était documentée d'une certaine façon. Et tous ces points-là, c'est des « et ou », on s'entend. Donc, ensuite, on voulait des rendements rapportés supérieurs à 6 tonnes à l'hectare, donc des rendements qui sont considérés comme financièrement viables. 6 tonnes, c'est vraiment la base, je pense, là. Corrigez-moi si je me trompe, mais donc des rendements qui vont permettre une certaine stabilité financière. Un gradient dans les époques de maturité. Donc, on a identifié rapidement que, évidemment, avec tous les climats viticoles qu'on a dans le Québec, ça prenait si on voulait des cépages qui allaient pouvoir être implantés dans différentes régions, ça allait prendre des gradients d'époques de maturité différentes. Les gens qui sont dans des climats plus chauds voulaient qu'on ait des cépages qui vont être beaucoup plus tardifs, puis les gens dans les places plus froides, évidemment, des cépages un peu plus hâtifs. Donc, vraiment, ce gradient-là est important. Un équilibre aussi entre les cépages rouges et blancs. C'est sûr qu'au Québec, je pense qu'on fait encore plus de blanc que de rouge, évidemment, mais on essayait d'avoir un peu cet équilibre-là. Le critère de rusticité a été déterminé en comité comme étant pas obligatoire. On ne cherche pas nécessairement des cépages qui sont définitivement rustiques. On cherche parce qu'on a déjà des méthodes de lutte contre les grands froids qui sont vraiment bien maîtrisées par la grande majorité des producteurs. Vu la popularité des cépages vinifera puis des hybrides non semi-rustiques, clairement, on est capable de gérer les cépages qui ne sont pas si rustiques que ça. Donc, excusez, je regardais le mauvais écran. Voilà. Un débourrement hâtif. Le débourrement hâtif n'a pas été considéré comme un critère d'élimination parce qu'on s'entend que le market, par exemple, est extrêmement hâtif. Puis, dans la littérature scientifique, le market est un des cépages les plus hâtifs.
Donc, on s'entend que ça allait être difficile de trouver plus hâtif que ça, tout d'abord. Et ensuite, les gels de printemps au Québec, c'est une réalité qui survient un peu à chaque année, un peu partout. C'est vraiment en lien avec la sélection du site est beaucoup plus importante, la sélection du site que la préparation du site que le choix variétal, vu les cépages qui sont déjà implantés. Donc, on ne trouvait pas qu'avoir un débourrement qui serait très tardif était vraiment un avantage. Voilà. Éviter, si possible, les cépages avec une acidité qui est très élevée, des arômes qui sont muscatés ou foxés. Donc, les cépages, l'acidité, évidemment, au Québec, on en a énormément déjà. Fait que les membres du comité voulaient qu'idéalement, on trouve des cépages qui sont complémentaires à nos cépages qui sont déjà très acides. Et au niveau des arômes muscatés, on a quand même beaucoup de cépages déjà au Québec qui ont un peu ce profil aromatique-là. Donc, on trouvait que si c'est entre un cépage qui est muscaté et un cépage qui ne l'est pas, ben, c'est peut-être intéressant d'aller chercher un caractère un peu différent. Puis, ben, les arômes foxés, on s'entend que les hybrides américains, parfois, vont démontrer ces arômes-là. Donc, on essaye de les éviter, quoique c'est pas nécessairement c'est à discuter, mais on voulait essayer d'éviter ça autant que possible. Puis, on a décidé de tolérer des inclusions pour des cépages d'intérêt particulier, notamment, sa matrice, mais Alain Brault avait des suggestions vraiment particulières qu'il voulait qu'on intègre. Donc, on est allé avec deux cépages qui voulait, lui, qui a beaucoup poussé pour ça. Juste par respect pour sa connaissance des cépages, puis sa familiarité, son expertise là-dedans, on voulait inclure les cépages qu'ils nous proposaient, en sachant que c'était des cépages qui étaient adaptés à notre climat déjà, ou probablement qu'ils l'étaient. Puis on a aussi inclus deux cépages qui étaient au CRAM, qui étaient des sélections américaines d'un autre hybrideur qui nous avait été recommandé. On avait des critères de recherche. Je ne passais pas beaucoup de temps ici. Là. Déjà, je passe trop de temps sur le préambule. On avait des critères de recherche. Donc, on a construit une base de données avec tous les cépages qu'on pouvait trouver. Gaëlle Dubé, je veux juste donner une mention spéciale à Gaëlle Dubé. Elle m'a énormément aidé dans la recherche d'informations pour ce projet-là. Donc, on a construit une grande base de données avec tous les critères de recherche que vous voyez ici, donc des critères d'identification, de viticulture, œnologique et des critères de résistance aux maladies. Mais à la fin, on a vraiment basé notre sélection par rapport aux critères d'évaluation. Donc, en particulier, on a classé les cépages en fonction de leur résistance au froid, des époques de maturité, des rendements, des acidités. Puis, on a identifié les maladies mildiou, oïdium et pourriture grise ou botrytis comme étant nos grandes priorités quand on visait des cépages qui seraient résistants. On a classé les cépages en fonction de s'ils étaient rustiques ou non rustiques. Dans notre base, s'ils étaient rustiques, pardon, vous ne voyez pas en souris, là, je pense que vous la voyez, s'ils étaient rustiques ou s'ils étaient non rustiques. Puis, on a ensuite classé les cépages si on pensait, selon ce qu'on trouvait dans la littérature, qu'elle allait être hâtif en termes de maturité, moyen, type première époque, un peu comme le chardonnay, ou tardif, donc plus tard que le chardonnay. Puis ensuite, on a éliminé tout ce qui allait être très tardif, donc qui était considéré en Europe comme étant de la deuxième époque tardive et plus. Donc ça, c'est genre les Syrah, les Cabernet Sauvignon, etc. Oui, je sais qu'il y a certains vignobles dans certains climats très précis qui sont capables de mûrir ces cépages-là, des fois au Québec, mais on s'entend que c'est loin d'être la majorité. Donc, les deuxièmes tardives et plus, on les a éliminés carrément. Les cépages qui étaient considérés très sensibles à au moins une des maladies, on les a aussi éliminés. Puis, les cépages qui avaient des rendements sous les 6 tonnes hectares de rapportés, on les a éliminés aussi. Fait que l'idée en faisant ces catégories-là, c'était de s'assurer qu'on choisisse des cépages qui sont rustiques, d'autres qui sont non rustiques, qu'on choisisse des cépages de différentes époques de maturité pour aider différents climats viticoles québécois, et des cépages résistants aux maladies avec des rendements économiquement fiables. Donc, on est parti avec une base de données de 124 cépages. On est descendu en appliquant nos critères de sélection à 84 cépages. Puis, on a fini avec un total de 14 cépages qui ont été choisis. Donc, c'est quoi les cépages? Enfin, j'y arrive après 18 minutes. Donc, je veux juste, là, je sais que je suis encore dans le gros préambule, mais je veux juste spécifier que j'ai une liste initiale, puis je vais vous présenter une liste finale ensuite. La raison pour laquelle j'insiste sur cette liste initiale-là, c'est que je l'ai présentée dans plusieurs autres événements
dans les alentours de 2023, 2024, quand on était vraiment plus en développement, bien, surtout 2023 en fait. Puis, j'ai mentionné ces cépages-là. Ils sont écrits à des endroits comme quoi on plante ça, on va planter ça, on est content, ta, ta, ta. Puis finalement, on n'a vraiment pas planté tout ce qu'on avait dit qu'on planterait. On a remplacé beaucoup de choses. Pour plusieurs raisons. Premièrement, par exemple, le Bacchus blanc, ben, quand il nous est arrivé, il était complètement mort. Puis, il n'y avait pas la possibilité d'avoir plus de bois à ce moment-là. Fait qu'on l'a éliminé, on l'a remplacé par d'autres choses. Le, L'évangéline nous est arrivé plein d'érinoses. Il nous est arrivé sous forme de bois. On l'a fait débourrer dans nos serres de recherche. Il y avait de l'érinose qu'on a été incapables, malgré plusieurs traitements avec beaucoup de choses différentes, essayer d'éliminer cette infection-là, puis on n'a pas été capable de la contrôler. Puis comme on n'avait pas encore d'érinose dans le vignoble à ce moment-là, on a décidé de ne pas le planter pour ne pas rentrer un nouveau ravageur. Malheureusement. On a le Johanniter puis le Hélios qui nous ont été carrément annulés par le Pépiniéris. On a le Solaris qui s'est révélé qu'Alain Brun nous avait... On pensait que ce serait du Solaris. Finalement, c'était du Sorelli. Donc, c'est pas le cépage qu'on pensait. Fait qu'on a eu plusieurs pépins comme ça durant nos phases de plantation. Fait que je voulais vous le partager pour vous un peu à titre anecdotique pour que vous voyez les défis des fois auxquels on peut faire face. Et voici notre liste finale. Donc, c'est pas la liste qu'on pensait nécessairement au début, mais c'est une liste qui est super intéressante. Premièrement, on a 6 cépages qui sont rouges, on a 7 cépages blancs. On a des cépages issus de 9 programmes d'hybridation différents qui sont répartis dans 5 pays, puis avec des génétiques vraiment variées. Des fois, on a des génétiques similaires. Par exemple, le Fleurtet et le Sorelli, c'est le même parent, mais c'est 2 cépages qui sont vraiment différents. Même chose avec le Voltis et le Floréal. C'est des parents qui sont similaires, mais qui font vraiment des cépages qui sont considérés complètement différents, puis qui sont homologués comme tels en Europe. On a des cépages qui étaient déjà au CRAM, les Mavos, qui ne sont pas encore nommés. On a un cépage, puis ça, c'est les Mavos, c'est lui qui avait le Mount Ashwabi Vineyard and Orchard, c'est le vignoble de Mark Hart qui a travaillé aussi au développement du market quand il était au Minnesota. Donc, c'est des génétiques vraiment intéressantes qui performaient très bien dans le vignoble du CRAM, fait qu'on voulait les mettre de l'avant. On a un cépage de Tom Plucker, ça, je pense que c'est le Véritage, le TP 1112. Donc, on a vraiment une grande diversité. J'aurais vraiment aimé avoir le Clarion, mais Alain Brault, quand le Clarion qu'il avait reçu, je pense, n'était pas du Clarion finalement. Donc, on n'a pas pu l'avoir. Mais on a au moins l'Itasca qui est très intéressant. Puis, on a évidemment des cépages issus des programmes d'hybridation européens, les restes durs. Donc, les programmes qui sont vraiment faits pour la résistance, particulièrement au mildiou puis à l'oïdium. Donc, voilà. Donc, ça, je vais en parler plus en détail au congrès Cidre et Vin, malheureusement, mais ça fait... Ah oui, puis on a aussi le Chénibec, je voulais le mentionner. Je pense que j'ai vu que Ronald Junot en personne s'était joint au webinaire. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va performer, mais je n'ai pas encore beaucoup de données pour ce cépage-là. Mais on a aussi ce cépage-là qui les gens ont beaucoup de questions à propos de ce cépage-là souvent. Donc, les très grandes lignes de la méthodologie, si vous voulez plus de détails, vous lirez notre rapport final par rapport à la méthodologie. Il y a des pages et des pages d'informations sur comment on a tout fait. Mais dans les très grandes lignes, dans le fond, on a planté avec un espacement de 1,25 mètres par 2,45 mètres. Donc, super standard là, pour notre vignoble, c'est ça qu'on faisait. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de vignobles qui sont plantés avec cet espacement-là. On a un sol à Oka qui est comme qui est le Oka Loam, puis on a aussi une moitié qui est sur un loam sableux. Donc, loam sableux, c'est pas mal ça. On est en orientation nord-sud quasiment parfaite. Puis, on va sûrement aller sur du cordon. En ce moment, on a des vignes formées pour le cordon, mais je pense qu'on va transitionner. Là, il y a des cépages qu'on a réalisés qu'on aurait dû partir en Guyot, plus qu'on aurait dû partir sur du Guyot, notamment, je crois, les Floréal et Voltis qui sont pas qui n'ont pas beaucoup de production sur les premiers bourgeons. Donc, ça va être à ajuster, mais on revisitera ça. On a planté majoritairement en 2023. L'été 2023, ça a été un été qui a été extrêmement pluvieux. On a eu énormément de misère à trouver une fenêtre de plantation.
Donc, c'était vraiment pas des bonnes conditions pour la plantation. Donc, nos données de 2023-2024 sont pas très fiables, mais ça, je vais les contextualiser au fur et à mesure. Puis, on a replanté les vignes qui étaient mortes en 2024, puis on a aussi fini de planter. Il y avait un cépage qui n'était pas encore planté, puis certaines places qui manquaient un peu de vignes. Donc, on a vraiment fini la plantation en 2024. J'ai mis ici les degrés jours. Là. On a vraiment beaucoup de données pour 2024 et énormément de données pour 2025. 2025, comme vous le savez, qui a été une année avec quand même une sécheresse assez marquée là, en fin de saison. En termes de notre plan de plantation, ben, on a 5 blocs. Dans le fond, on est en bloc complet randomisé là, pour les scientifiques dans la salle. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a, ça c'est nos rangs. Dans le fond, vous voyez nos rangs. Chaque chiffre représente un cépage. Puis chaque bloc est, dans le fond, une petite parcelle de 8 vignes. Donc, on voit nos rangs comme ça qui sont faits sur, on est vraiment dans un vignoble sur le long comme ça. Puis, dans le fond, chaque répétition comprend tous les cépages. On a décidé d'utiliser le cépage 15, c'est notre cépage de référence, c'est le Marquette. On a choisi d'aller avec du Marquette, mais sachez qu'on a aussi un bloc de Chardonnay et de Pinot Noir juste en dessous ici. Donc, pour le moment, on n'a pas les vignes de Chardonnay et Pinot Noir, on n'a pas fait un suivi aussi rapproché qu'on a fait sur les vignes du réseau, mais à l'avenir, pour les prochaines années de données, on va toujours avoir au moins le Chardonnay comme valeur de référence dans les prises de données. Ça sera rajouté, ça sera à venir. En termes des données qu'on récolte, ben, sachez qu'on a, voici toutes les données qu'on récolte en ce moment. Donc, rusticité, phénologie et tout, ben là, c'est tout là. Vous pouvez le lire, vous le lirez. J'ai plus le temps, j'ai peur de manquer de temps. Mais on fait aussi le vin. Donc, on fait un suivi de maturité des baies. Ça, je ne vous le présenterai pas aujourd'hui, mais ça sera dans le rapport. On a aussi l'analyse des mous, évidemment, analyse des vins et analyse sensorielle qui seront à venir quand on aura un volume de vin en conséquence. Donc, pour tous les paramètres agronomiques qu'on a des données, je vous les présente. Aujourd'hui, je vous présente toutes les données qu'on a ramassées jusqu'à maintenant. Donc, les résultats jusqu'à maintenant, on va commencer avec la phénologie. J'espère que ça va pour tout le monde. Tout le monde suit jusqu'à maintenant que ça répond à certaines questions que vous aviez sur notre mode de fonctionnement pour le réseau d'essai. Donc, commençons avec la phénologie. Les graphiques que je vous montre ici, c'est des graphiques... Ah, ma souris, vous ne la voyez pas. C'est des graphiques dans lesquels on a les dates en bas. Donc, c'est toujours les mêmes dates pour tous les graphiques. Et on a les stades phénologiques selon l'échelle Acorn-Lorenz. Je sais que ce n'est pas nécessairement l'échelle avec laquelle les gens sont plus familiers, mais sachez que le stade 4 sur l'échelle, c'est le stade où on voit le débourrement. Donc, c'est vraiment le stade de pointe verte que nous, on considère comme étant le stade de débourrement. Donc, on a, quand vous voyez, ça, c'est les taux moyens des stades phénologiques pour chaque cépage. Puis, on les a organisés par comme catégorie, si on veut. Donc, les rustiques, les probablement, possiblement rustiques blancs, possiblement rustiques rouges, non rustique blanc, non rustique rouge. Puis l'idée, c'est juste de pouvoir voir les données un peu plus clairement parce que sinon, toutes les cépages sur le même graphique, c'est un peu trop intense. Puis l'idée des placer en graphique comme ça, c'était de vous montrer, dans le fond, que ce soit un peu plus visuel. Sachez que la ligne bleue pâle avec le cercle vide, c'est le Marquette, qui est notre cépage de référence. Donc, on a remis le Marquette partout. Là, vous allez remarquer que des fois, il manque des cépages dans nos graphiques, puis ou dans nos tableaux, etc. Puis la raison, c'est que souvent, les vignes étaient soit trop jeunes, on n'avait pas encore assez de données, il y a eu des défis, on n'a pas pu prendre les données. Donc, voilà. Au niveau du débourrement, on a vraiment une échelle de débourrement, c'est ça qu'on remarque. On a le Fleurtet qui n'est pas sur les graphiques ici, mais sachez qu'on n'avait pas assez de données, on trouvait, pour le mettre en graphique. Puis, vu qu'il a été vraiment planté dans sa totalité en 2024, on voulait vraiment lui donner le temps avant de l'entrer vraiment dans ça. Mais on dirait qu'il va être très tardif, genre 2 semaines après le Marquette. Ce serait vraiment notre cépage le plus tardif du réseau, mais c'est à confirmer. On a des cépages qui sont tardifs. On les voit ici, le Voltis et le Floréal, donc les lignes orange et bleu foncé, qui traversent le stade 4 un peu plus tard que le Marquette. Puis on parle d'environ une différence de 5 jours, une semaine, un petit peu moins qu'une semaine, là, environ 5 jours. Ensuite, on a les cépages, l'autre qui est tardif, mais qu'on n'a pas encore de données,
puis qui n'est pas aussi tardif qu'on pensait, mais qui est statistiquement un peu tardif, c'est le Chennebec, qui semble être plus tardif que les autres, je crois. Donc, dans les cépages qui étaient moins tardifs qu'attendus, on a l'Artaban, le Chennebec, le Noiret, Sorelli, les Mavos, les ES. C'est tous des cépages pour lesquels la littérature semblait nous dire qu'ils allaient être vraiment tardifs comparés soit au Marquette ou comparés à, mettons, le Chardonnay. Mais nous, on a vu un débourrement dans moins de 5 jours après le Marquette. Donc, on ne trouve pas que c'est vraiment tardif. Là, si tu es juste comme 3 jours après le Marquette, on s'entend que c'est vraiment pas tardif. Là. Donc, ça, c'est des cépages qu'on trouve qui sont beaucoup moins tardifs qu'on pensait. Puis, on a des cépages aussi qu'on trouve qui sont plus hâtifs qu'on croyait, dont le Régent, l'Itasca et le TP. L'Itasca qui est ici, qui débourre exactement en même temps que le Marquette, peut-être même un petit peu avant, mais c'est pas significatif statistiquement. C'est des cépages dont on nous disait qu'ils allaient être, eux, plus tardifs, donc moins prompts au gel, mais finalement, quand on voyait qu'ils débourrent exactement en même temps que le Marquette ou le jour après. Donc, vraiment, sont plus hâtifs que prévu. Quand on tombe vraiment dans la floraison, la seule raison pourquoi... La floraison, c'est vraiment un stade qui n'est pas très documenté quand on a des présentations de cépages ou des études scientifiques de la littérature scientifique sur ces cépages-là. On voit souvent qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur les moments de floraison puis la comparaison de ces moments-là. Ce qu'on a vu, c'est vraiment une grosse différence avec les floréales et les voltices. On se rappelle qu'ils étaient des cépages qui étaient plus tardifs en débourrement, qui sont aussi plus tardifs dans l'époque de floraison. Mais sinon, si on compare avec le Marquette, qui est présent sur tous les graphiques en bleu pâle, encore une fois, c'est assez similaire avec le Marquette. Peut-être un petit délai au niveau ici, mais je ne crois pas que c'était significatif statistiquement. Le seul qui était plus tôt que le Marquette, c'était le TP 01112, qui est plus hâtif que le Marquette. Quelque chose que je voulais attirer votre attention, c'est que les cépages qui sont plus tardifs, excusez, mon animation revient. Les cépages qui sont plus hâtifs, comme le floréal, le voltis, c'est même l'Artaban, qui était sorti comme statistiquement plus tardif en floraison, excusez-moi, que le Marquette. Ben, c'est des cépages aussi que nos dates de vendange ont été plus tardives. Donc, on a vendangé ces cépages-là plus tard que les autres. Mais la vendange, on va en reparler, il y a quand même des nuances à apporter, c'est vraiment pas fiable, puis c'est notre première année, là. Mais on voit comme un décalage dans ces cépages-là par rapport à la phénologie. Puis le TP, qui était notre seul cépage qui est statistiquement plus tôt que le Marquette, qu'on est capable de le prouver, ça, ben c'est un cépage qu'on a quand même vendangé tardivement comparé aux autres. Donc, à voir que le TP semble avoir quand même une longue saison végétative requise. Les résultats jusqu'à maintenant, OK, aoutement. Donc, quand on parle d'aoutement, nous, ce qui nous intéresse dans l'aoutement, c'est de voir que les vignes sont capables de compléter leur aoutement quand on arrive à la fin de l'automne ou quand on arrive juste avant l'hiver, quand les vignes perdent leurs feuilles et tout, que l'aoutement soit bien complété. Ce qu'on fait, je vais vous parler des graphiques que vous allez voir pour l'aoutement, c'est qu'on mesure des taux d'aoutement. Donc, on va dans le champ, on mesure la longueur du rameau ou le nombre total de nœuds sur les rameaux, puis on compte le nombre de nœuds qui sont complètement aoutés ou on mesure la longueur du rameau qui est complètement aouté. Donc, on se ramasse avec un taux d'aoutement qui nous indique vraiment la proportion du rameau moyenne complètement aouté pour ces cépages-là. Donc, on a tous les cépages ici, puis on a encore une fois le Marquette comme cépage de référence. Dans ce cas-ci, les petites étoiles représentent des différences statistiques significatives avec le Marquette. On n'a pas comparé les cépages entre eux, on les a juste mis en relation avec le Marquette. On sait que le Marquette, c'est un cépage qui n'aoute pas particulièrement extrêmement bien tout le temps pour tout le monde. À Oka, des fois, on a des taux d'aoutement qui ne sont pas spectaculaires. De 100 par exemple. On a, comme ici, cette année-là, en 2024, 75 ça l'arrive. On a des cépages qui performaient mieux, comme les Mavos, puis des cépages qui étaient bien pires, comme le Fleurtet qui avait été planté cette année-là, puis qu'il n'a pas eu les meilleures chances de son côté. Le Chennebec aussi, la qualité des plants, c'est pas représentatif, je pense, du Chennebec. Et Régent et Sorelli qui ont eu plus de misère, et le Noiret, plus de misère que le Marquette. Mais en 2025, je pense que nos résultats commencent à être un petit peu plus représentatifs, malgré que 2025 était tellement une année exceptionnelle, mais tellement spéciale.
Mais on a quand même des résultats un peu plus représentatifs, je pense. Deux choses vraiment intéressantes à noter, à mon avis. On a ici les données en septembre, les données en octobre. Ce qui est intéressant de le voir sur les 2 mois, je pense, c'est de voir la vitesse à laquelle certains de ces cépages-là s'aoutent, contrairement à d'autres. On voit que les cépages, par exemple, un des Mavos et l'Itasca, étaient déjà quand même bien outés là, à un taux assez appréciable dès le mois de septembre. Je pense qu'on a pris ces données-là environ à la mi-septembre, donc beaucoup plus rapide que tous les autres cépages du réseau. Mais rendu en octobre, tout le monde avait rattrapé le retard, puis on avait quand même un taux d'ahoutement très intéressant pour, je dirais même tous les cépages. Là. On s'entend que les cépages ne vont pas tous s'ahouter à 100% à chaque année, puis on travaille avec, je pense qu'on le remarque tous sur nos vignobles, ben moi je le vois sur le vignoble de recherche, que c'est rare que j'ai des années, des cépages que tout est parfaitement ahouté. Je pense que c'est quand même des taux qui sont très respectables pour l'ensemble des cépages. Mais c'est à noter pour les gens qui ont beaucoup de gel d'automne. Moi, j'ai pas de gel d'automne au vignoble de recherche. Donc, ça me dérange pas un cépage qui prend un peu plus de temps à s'ajouter. Je sais que mon premier gel va être très tardif. Si on est sur un site qu'on va avoir des gels automnaux très fréquents, très mi-septembre, fin septembre, tout le temps, ben, il faut penser à avoir des cépages qui s'ajoutent peut-être un petit peu plus rapidement, plus tôt dans la saison. En termes de rusticité, ben, vous savez que ben, ceux qui me connaissent, je pense qu'il y en a quelques-uns dans la salle, vous savez que la rusticité, ben, c'est mon gros sujet de recherche, là, fait que je vais vous parler plus de rusticité que je devrais sûrement, là, mais j'espère que vous allez apprécier. C'est drôle de ne pas voir personne. Donc, pour la rusticité, les graphiques que je vais vous montrer, c'est des graphiques qui ressemblent tous à ça, puis vous allez avoir tous les cépages un à côté de l'autre, OK? Donc, préparez-vous mentalement. Le graphique, comment ça fonctionne? C'est qu'on a évidemment les mois de l'hiver. Ça, c'est vraiment la saison en cours. C'est la seule année pour laquelle on a des données. Puis, vous avez ici les températures. Puis ça va être les températures létales. On vous montre les indices LT10, LT50, LT90, qui sont les températures létales pour 10%, 50% et 90% des bourgeons. Fait que la ligne du haut, c'est notre LT10. Donc, c'est vraiment la température à laquelle, qui est comme un red flag, là, un drapeau jaune, si on veut, peut-être plus jaune que rouge, là, qu'on est comme, OK, tu sais, quand on tombe en dessous de ces températures-là, on commence à avoir un peu de dommages. LT50, là, il y a du dommage au bourgeon primaire, puis LT90, ben, c'est la catastrophe quand on descend en bas de ces températures-là. Donc, en bleu, vous avez le cépage d'intérêt et en gris, vous avez le cépage marquette, le cépage de référence. Donc, super cool, mais pas cool, mais cool cette année pour le réseau, c'est le fait qu'on a eu un hiver qui était très froid. Donc, on a été capable de pousser les cépages à leur limite, à mon avis, génétique, de qu'est-ce qu'ils sont capables de démontrer en termes de rusticité. La seule chose qui est dommage, c'est qu'on a encore des vignes qui sont quand même jeunes, dans certains cas qui sont en implantation, comme le Fortet, qui est sur sa 2e feuille. Donc, c'est comme trop tôt pour vraiment en tirer des conclusions, mais on est capable d'avoir quand même une idée intéressante. Donc, je vais vous présenter les grandes tendances en termes de rusticité. Donc, on a des cépages qui vont être probablement rustiques, comme on s'attendait. Donc, l'Itasca, quand même rapporté par l'Université du Minnesota, les hybrideurs, comme étant pas nécessairement aussi rustique que le Marquette, mais quand même très, très, très rustique, ben, il semble quand même très bien performer dans notre climat. A une rusticité assez similaire. Le ES 10, 18, 14, qui, je crois, a été utilisé par Elmer Swanson et par Tom Plucker comme une source de matériel génétique pour amener de la rusticité, ben, présente une rusticité telle qu'on s'attendait, une rusticité très intéressante. Donc, il est ici, ce cépage-là. Je m'excuse avec mes 2 écrans. Des fois, je ne sais plus sur quel pointer, mais vous êtes là, je le sais. Ensuite, on a des cépages qui sont potentiellement rustiques. Je ne peux pas dire que j'ai des grandes opinions sur s'ils devaient l'être ou ne pas l'être. Les Mavos, je m'attendais quand même à ce qu'ils soient. Je ne trouve pas que les données qu'on a réussi à récolter cette année me prouvent que les Mavos sont en fait très rustiques. Je pense qu'ils le sont. Ça va être à confirmer dans les années à venir. Le Régent, j'entends, je ne sais pas comment le prononcer, je suis vraiment désolée, j'entends beaucoup d'anecdotes par rapport à ça. Ah, c'est rustique, c'est pas rustique, potentiellement rustique, ça semble rustique, mais honnêtement, on n'a pas tant de données que ça. L'autre chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on teste juste un bloc pour la rusticité en ce moment. On a décidé de couvrir tous les autres blocs, vu qu'on n'était pas sûr qu'est-ce qui était rustique, qu'est-ce qui ne l'était pas. En comité, on a décidé de couvrir juste
de laisser découvert un bloc au complet. Fait que vraiment de tester tous les cépages. On pensait juste tester ceux qu'on pensait qui étaient rustiques, mais finalement, on les teste tous, mais juste sur un bloc. Donc, j'ai pas énormément de données. Fait que, tu sais, vraiment, Mavour et Jean, va falloir attendre plus de données. On a des cépages qui sont probablement non rustiques, comme on s'y attendait. Donc, on voit ici quand ça coupe carré, là, nos courbes de rusticité, ben, c'est qu'ils sont morts. Donc, on a des cépages, que vraiment, ils ont eu de la misère. Puis, ils semblent avoir développé la même rusticité qu'un vinifera. Donc, Artaban, Floréal, Voltis, c'est des cépages européens, des programmes d'hybridation français pour la résistance aux maladies, avec quand même une composante vinifera, je crois, quand même assez importante là, à confirmer, mais donc, c'est sûr qu'il y avait une sensibilité ici. Puis on la voit, cette sensibilité-là. Ça, même si on le répète sur plein d'années, je pense que les résultats vont être similaires. On a des cépages qu'on pensait potentiellement rustiques, finalement ne sont pas rustiques, qui ne semblent pas rustiques pour le moment. J'ai mis un petit emoji. Dont le Noiret. Le Noiret vient, quand même un cépage, ça fait longtemps qu'il existe, mais qu'on n'avait pas de données fiables au Québec, fait que c'est pour ça qu'on l'a inclus. Mais lui, tu sais, il a été fait dans l'État de New York, quand même, qui fait pas si chaud que ça l'hiver, mais il ne semble pas du tout avoir la rusticité nécessaire pour notre climat. Et même chose avec le TP 1112. Je sais que c'est déjà planté au Québec dans quand même quelques vignobles, mais Tom Plucker lui-même le disait que c'était pas, je crois, là, si je ne m'abuse, que ce n'était pas le cépage le plus rustique de ces sélections. Donc, ça ne semble pas très rustique, en effet, mais c'est encore moins rustique que je pensais. Là. Ça, c'est comme vraiment pas rustique là, de mourir à moins 25. Là. Donc, ça va vraiment être à confirmer, puis c'est un peu décevant. Et on a des cépages, finalement, contre toute attente, qui semblent potentiellement rustiques. Le Ferté et le Sorelli, c'est cool parce que c'est intéressant parce que c'est les mêmes parents, fait que ça fait un peu du sens qu'ils performent de façon similaire dans le programme. Mais semblent les deux avoir une rusticité similaire à celle du Marquette. C'est très surprenant. Donc, mais on le voit, on a beaucoup de données. Fait que j'ai vraiment hâte de voir les taux de survie. C'est à suivre. Mais ça serait super intéressant d'avoir des cépages comme ça. C'est cool. J'espère que vous trouvez ça cool aussi. Finalement, on va tomber dans une section insectes et acariens. Pas finalement, oh mon Dieu, je prends trop de temps. Pour les insectes et les acariens, je vais passer quand même assez rapidement, mais je veux juste vous expliquer comment les graphiques fonctionnent, puis après ça, on va toujours avoir le même type de graphique. Fait que, comment ça fonctionne, les graphiques? C'est que vous avez ici les cépages en ordre alphabétique. Le Marquette est toujours dans le milieu ici. Puis, ce que vous voyez ici, c'est des classes de sévérité. Fait que dans le fond, on est allé sur le vignoble, on a noté l'incidence. Est-ce que la maladie ou l'insecte ou whatever, parce que c'est la même chose pour les maladies fongiques. Est-ce que c'est dans le vignoble? Est-ce que c'est sur les plants? Est-ce que c'est pas sur les vignes? Est-ce que c'est sur les vignes? So, oui ou non pour l'incidence? Ben, avec plus de complexité, mais en gros, c'est comme ça qu'on a traité les données. Puis ensuite, on a classé la sévérité. Fait qu'on a noté dans le vignoble, est-ce qu'il y a aucun symptôme, donc 0? Est-ce que les symptômes, c'est 1 à 5 du plan? 6 à 15 ben, vous voyez les classes ici, finissant avec une classe de 50 à 100 donc quand on a une infection qui est vraiment très sévère. Fait que vous voyez la somme des observations qui ont été faites. Fait que plus la barre d'une couleur est grande, plus on a observé ce taux de sévérité-là souvent. Fait que, tu sais, si on prend par exemple le Noiret, il y a beaucoup de rouge. Là, on a notre color scheme, notre couleur, nos couleurs ont été peut-être inversées de ce qu'on aurait dû, là, mais par exemple, le Noiret, on voit qu'il y a beaucoup de rouge. Ça veut dire que c'est beaucoup de la classe 0, donc il y avait très peu d'infections de phylloxéra. Puis, à l'opposé, par exemple, le Marquette, on a vu certaines vignes avec une sévérité entre 50 et 100 on le voit par le rose. Puis, vraiment une diversité dans la quantité de sévérité, dans la sévérité qu'on voyait des symptômes. Donc, j'avance avec ça, puis on revoit ce graphique partout, donc je ne le réexpliquerai pas. Au niveau des insectes et des acariens, dans la littérature scientifique de ces cépages-là, il y a vraiment très peu d'informations scientifiquement disponibles pour nous permettre de prévoir est-ce que ça va l'être, est-ce que ça diffère de ce à quoi on s'attendait, etc. Les seules infos qu'on a, c'est par rapport au phylloxéra et à l'érinos. Donc, pour le phylloxéra, on a vu qu'on avait des cépages chez nous qui étaient plus sensibles.
dont les hybrides américains TP, Mavo, Marquette, mais d'autres hybrides américains qui étaient moins sensibles, comme l'Itasca et le Noiret et le Mavo. Puis, on avait le Floréal qui était aussi qui était très peu sensible, qui semblait être très peu sensible. Scientifiquement, on sait, c'est rapporté que le Noiret va avoir des dommages. L'Itasca, on s'y attendait, c'est peu sensible, c'est comme ça que c'est rapporté, c'est ce qu'on a vu. Puis Marquette aussi, ça fitait un peu avec ce à quoi on s'attendait. Mais pour tous les autres cépages, on n'a aucune information. Les rhinoses, qui n'étaient pas dans le vignoble jusqu'en 2023, est rentré dans le vignoble avec les plants, je crois, de Mavo qui ont débourré dans la même serre, malheureusement, que les évangélines qu'on a fait venir, qui étaient pleins d'érinoses. Donc, on rentrait l'érinose dans le vignoble et depuis, on a de l'érinose partout. Donc, ce qu'on voit, c'est une sévérité très élevée des dommages sur le cépage Noiret, une sévérité intermédiaire pour les cépages qui sont listés ici. Puis, mais quand même, tous les cépages ont été touchés par l'érinose jusqu'à un certain degré. Je pense, est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment des cépages qui sont plus sensibles que d'autres? À suivre, mais c'est ça, on a quand même eu des problèmes. Ensuite, au niveau de la cicadelle, je ne pense pas qu'on s'attendait, moi je ne m'attendais pas à avoir des grandes différences au niveau des dommages de cicadelle, mais on semble voir des cépages qui avaient un petit peu plus de sévérité dans leurs symptômes. Donc, nos hybrides américains ici, par exemple, le Mavo 05, le Marquette, l'Itasca et le Floréal et le Voltis, d'autres avec un petit peu moins de symptômes, mais quand même des symptômes, un autre Mavo. Tu sais, c'est vraiment variable. Fleurtet, Chennebec sont sortis statistiquement comme étant moins sensibles. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? À suivre. Ça sera à suivre dans les prochaines années. Mais c'est ça, je suis pas certaine. Malheureusement, des fois, on soulève plus de questions qu'on y répond avec ces projets-là. Et finalement, quand on regarde le scarabée japonais, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de rouge parce qu'il y avait du scarabée japonais partout. Puis c'est le fun parce qu'on n'en avait pas avant dans le vignoble. Fait que ça aussi, c'est un nouvel ami qu'on a découvert grâce au réseau d'essais. Merci au réseau. Mais je pense que ça, par exemple, c'est pas le réseau qui a amené le scarabée japonais, mais on en avait vraiment moins que ça avant d'avoir le réseau. Puis là, maintenant, on a du scarabée japonais partout, comme ben des vignerons. Fait qu'on partage ça. Puis on voit des différences statistiques. Donc, le Marquette, Floréal, Chennebec qui ont été plus touchés que l'Itasca, mais évidemment, dans la littérature scientifique, il n'y a aucune information sur la sensibilité de ces cépages-là à ces ravageurs-là. Et le dernier gros résultat, oui, j'arrive à 45 minutes, hein? Ben oui, excuse-moi de t'interrompre, là, mais il te reste à peu près 5 minutes de présentation si on veut avoir des questions. Merci. Parfait. Au niveau des maladies fongiques, je pense que le plus intéressant, c'est de regarder les cépages qui étaient hybridés pour avoir une résistance. Les cépages qui sont connus pour avoir une résistance polygénique, là, qui ont beaucoup de gènes de résistance dans eux, c'est vraiment les Voltis, Floréal, Artaban. Puis ça, c'est des cépages qui ont montré absolument zéro symptôme au mildiou dans le vignoble, alors que le chardonnay à côté était plein de mildiou. On voit aussi une sévérité plus élevée qu'on pensait pour l'Itasca et le Fleurtet. Ça, c'est des cépages qui sont rapportés comme étant pas très sensibles au mildiou. Puis malheureusement, nous, on a vu quand même des symptômes importants de mildiou sur ces cépages-là. Et des infections intermédiaires pour d'autres. Mais ceux en rouge, c'est qu'on est vraiment déçus. C'est pas ce qu'on s'attendait. Puis ceux en vert, c'est vraiment confirme ce à quoi on s'attendait pour ces cépages-là. Pour le blanc, c'était pas une grosse année à blanc, fait que je vais pas en parler beaucoup. Infection sur le Sorelli, Fleurtet, même parents génétiques, c'est intéressant, mais il n'y avait pas beaucoup de blanc dans le vignoble, donc c'est pas très fiable comme résultat pour cette année. Pour la pourriture noire, même chose, je pense, on a vu une sensibilité chez le Floréal, chez l'Artaban. C'est pas des cépages qui sont connus pour être résistants, même si c'est issu des programmes de résistance européens. C'est pas connu pour la résistance à la pourriture noire. Au contraire, c'est connu même qui ont une certaine sensibilité. Fait qu'on la voit ressortir, cette sensibilité-là, ici. Mais encore une fois, l'année 2025 n'était pas l'année pour tirer des grandes conclusions. Et finalement, au niveau de la pourriture grise, très peu de pourriture grise.
un peu sur le floréal, un peu sur l'artaban, un peu sur le voltis. C'est des cépages qui sont censés être tolérants à ça. Donc, c'est pas des cépages qui... la tolérance, c'est pas comme la résistance. C'est des cépages qui vont peut-être montrer des signes de maladie, mais qui ne seront pas affectés en termes de rendement. Donc, qui vont tolérer ces maladies-là. Donc, on a vu des symptômes, on n'en a pas vu ailleurs, mais c'est encore trop tôt pour vraiment juger des autres cépages pour le moment. Et au niveau de l'œnologie, ben, je vais passer très rapidement parce que c'est la première année. Puis honnêtement, avec le millésime qu'on a eu 2025, je pense que je ne suis pas toute seule à penser que ce n'est pas une année très représentative en termes de chimie. On a vu ce qu'on a vu, par exemple, qui est vraiment intéressant, c'est qu'au niveau des BRICS, on est allé chercher beaucoup, beaucoup de BRICS. L'autre chose aussi que je veux dire, c'est un gros mea culpa que on s'est fait bouffer beaucoup plus que ce qu'on pensait pour les ratons. On a vraiment perdu le contrôle de notre lutte aux ratons pour cette année. On a appris beaucoup de choses. Dans le passé, on était capable de lutter contre les ratons efficacement, mais on n'est plus capable, malheureusement. Il faut qu'on change nos méthodes. Cette année, on l'a appris aux dépens de nos résultats. Mais ce qu'on a vu, c'est vraiment qu'on est capable d'atteindre une belle chimie, une chimie complète là, en termes de BRICS. Là, on n'est pas limité. À part l'artaban, qui avait une acidité quand même très faible. Ça, je ne suis pas certaine. Je pense qu'on va voir peut-être plus de maturité dans le futur. Tu sais, il a bien outé. Tu sais, il montrait des signes que ça allait bien. Pourtant, pour avoir stallé à 15 briques, c'est un peu surprenant. Donc, c'est à suivre dans les prochaines années. Mais en général, on voit que nos cépages qui ont été choisis, ils seraient capables d'atteindre une maturité œnologique en termes de chimie des mous. Et pour les vins, ben, on a aussi des données. Mais tu sais, ça nous montre juste des alcools potentiels on a ramassés trop tard pour certains cépages. Là. On est désolé. On aurait pu pousser peut-être un peu plus loin la maturité pour certains cépages, mais ça reste que c'est des taux d'alcool très raisonnables, quoique élevés. C'est ça, ça fait des vins qui sont vraiment intéressants, mais ça, je peux vous montrer toute la chimie que je veux. Tant que vous n'y avez pas goûté, je pense que je ne serais pas capable de vous convaincre des adoptés. Ben, c'est pas à moi de vous convaincre des adoptés, là, mais voilà. Donc, à revisiter. Toute cette info-là va être dans des rapports. Mais bon, en terminant, ben, évidemment, on est trop tôt pour tirer des conclusions vraiment certaines, mais je pense que j'ai fait un bon overview, un bon survol de toutes les données qu'on a ramassées, puis toutes les données qui vont être disponibles pour ces cépages-là. Puis j'espère que ça vous a intéressé, excité, motivé à suivre qu'est-ce qu'on fait. Puis, bien qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions, si on revient à nos objectifs du réseau, ben, on voit qu'on a certains cépages qui sont moins sensibles aux maladies fongiques que d'autres. On voit que notre objectif de réduction de l'usage des pesticides va potentiellement être possible grâce à certaines de ces sélections-là. On a aussi des cépages qui arrivent à maturité dans notre climat. On voit qu'on a une maturité œnologique qui arrive. Puis, une maturité aussi au niveau de la phénologie. On voit qu'on développe l'ahoutement, on voit qu'on a de la rusticité, que les cépages, ils sont adaptés à notre climat. Fait que ça, c'est super pertinent. Puis, tous nos cépages, ils semblent avoir survécu à la sécheresse de 2025. Donc, ça démontre une certaine résilience face au changement climatique. Là, je mets des gros guillemets, mais on veut des cépages qui vont être résilients face à ces événements climatiques-là un peu hors normes. Donc, c'était vraiment, on documente ça, puis on a eu un exemple cette année. Je veux dire, je pense qu'une grosse question que vous allez avoir, je ne sais pas, je ne regarde pas le chat, c'est l'approvisionnement en vigne. On les trouve où, ces cépages-là? Moi, ça, je ne m'avancerai pas à ce niveau-là. Je vous laisse trouver ça vous-même. Mais malheureusement, parce que je ne veux pas favoriser un pépiniériste sur un autre, mais avec évidemment le départ d'Alain Brault qui est comme un choc énorme pour tout le monde, je pense. C'est sûr que l'approvisionnement en vigne va être particulièrement un défi. Mais ça l'est tout le temps, mais doublement. Surtout pour certains de ces cépages-là, notamment le Fleurtel Sorelli, que c'était lui qui les avait, ces cépages-là. Fait que ça va être à voir comment on adresse ça dans le futur avec le CVQ. En tout cas, je ne m'avancerai pas là. Et finalement, ben, éventuellement, on va vouloir suivre ces cépages-là chez les gens. Donc, si vous avez déjà ces cépages-là chez vous ou si vous voulez les planter, vous êtes intéressé de les planter, ben, dans les prochains mois, on va vous inviter à communiquer avec nous. Pour aujourd'hui, là, écrivez-moi pas tout de suite pour ça, mais vous allez être sollicité par le CVQ, par différents trucs, fait qu'on en reparlera pour le niveau 2.
Et finalement, à suivre, sachez que si vous vouliez vraiment apprendre sur les programmes d'hybridation, c'est plus au congrès Cidre, Vin et Alcool d'ici que je vais en parler parce que c'est comme une grosse présentation devant bien du monde. Là, aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on puisse regarder les données ensemble. Puis je pense que le format webinaire était plus adéquat. On va faire aussi des fiches techniques pour chaque cépage qu'on va mettre à jour à chaque année, tant qu'on va avoir du financement. Là, j'espère on ne sait pas encore si on va être renouvelé pour l'année à venir, mais je pense qu'on va l'être, j'espère. Puis là, on va faire les fiches techniques avec les données qu'on a jusqu'à maintenant, puis on va toujours les mettre à jour tant qu'on a du financement. Fait que, tu sais, à chaque année, il va y avoir une nouvelle vague de fiches. Ça va être les mêmes fiches mises à jour en date avec plus d'années de données, puis éventuellement en intégrant aussi des données chez les producteurs. Fait que ça va être comme extrêmement intéressant, une super belle source d'information. Fait que suivez-nous sur les réseaux sociaux, le site du CVQ aussi, je pense qu'éventuellement on va les mettre là. Mais suivez-nous sur les réseaux sociaux, le CRAM, pour ne pas manquer ces fiches-là quand ça va être publié. Et ça va être aussi mis sur Agri-Réseau, évidemment, comme tout. On va organiser une dégustation des vins du réseau qui est à venir. C'est un peu en planification, là. On regarde c'est combien de vins on a, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Mais je pense que ça va vous intéresser. J'espère que ça va vous intéresser. C'est à venir aussi, fait stay tuned, restez à l'affût. Puis évidemment, la présentation va être sur YouTube. Remerciements, merci au comité de suivi qui a révisé, qui a regardé des méga Excel gigantesques avec beaucoup trop de données dedans. Je m'excuse, mais merci d'avoir pris le temps. Il fallait qu'on commence quelque part, puis c'est ça. Merci à l'équipe technique du CRAM. Fait qu'il y a beaucoup de monde au CRAM, il y a beaucoup de monde qui ont touché à ces parcelles-là, mais je voulais juste mentionner Stéphano, David, Mylène, Myriam, qui ont particulièrement travaillé soit dans le vignoble ou à l'élaboration des vins ou à la gestion, l'administration générale. Fait que merci. Évidemment, une mention pour Alain Brault, j'en parlerai pas trop parce que c'est trop émotif. Puis, mais merci à Alain qui a vraiment... c'est ça pour tout. Et évidemment que c'est financé par le MAPAC, donc merci au MAPAC. Et voilà! Je m'excuse, c'est trop long. Merci, Andréane. Écoute, merci pour cette présentation vraiment riche en informations. Oui, il y en avait beaucoup. Tu as fait ça comme une maître. Bravo. On va maintenant passer à la période de questions. C'est un petit peu raccourci, là, mais on s'était dit qu'on pouvait déborder jusqu'à 13h05. Donc, je vous rappelle, là, si vous voulez poser des questions, vous pouvez lever la main. Ma collègue Karine là, va activer votre micro. Sinon, Karine, je te laisse la parole s'il y a des questions dans le clavardage. Oui, on a quelques questions dans le clavardage. Certaines ont déjà été répondues, mais je vais pouvoir les reposer à la fin. Marc Théberge demande, est-ce que tous les plants sont francs de pied ou sur porte-greffe? Ils sont tous francs de pied. Tous sur francs de pied. P.A. Poirier demande, concernant la susceptibilité au phylloxéra, est-ce que vous avez étudié sur racines ou sur feuillage? 100% sur feuillage. Parfait. Jean-Philippe Fauché, si nous avons des cépages en questionnement, est-ce qu'il y a une personne ressource pour en discuter? Écrivez-nous, écrivez-moi. Ben là, mon courriel, il n'est plus là, mais je vais le mettre dans le chat, là. Mais écrivez-moi. OK. Mais honnêtement, je vais quand même organiser. Je pense qu'on va organiser à mener un atelier plus. On va structurer ça. Mais s'il y a des questions, si vous voulez m'envoyer des questions, je peux voir si je suis capable d'y répondre. Mais j'ai peur que finalement que 180 personnes m'écrivent. Mais écrivez-moi, là. Mais je pense qu'on va aussi structurer pour un sondage pour la suite du réseau. Parfait. Ensuite, une autre question de Fabien Gagné. Comment avez-vous pu vous approvisionner en cépages restes durs? Est-ce qu'ils sont aussi disponibles pour les vignerons au Canada? Oui, les restes durs, ils sont à Saanich, là, dans le repository de Agriculture Canada du CFIA. Mon Dieu, je m'excuse. Moi en anglais. Désolée, communication, MAPAC. Mais il y a des pépiniéristes canadiens qui ont ces cépages-là en ce moment ou des fournisseurs de plants qui viennent d'Europe. On peut aussi importer maintenant des États-Unis certains plants, puis il y a des pépiniéristes aux États-Unis qui ont ces plants-là. Donc, il y en a... tout l'approvisionnement s'est fait de façon extrêmement légale. Donc, c'est disponible. OK. Ensuite, Philippe Gagnon demande, avez-vous des données sur le Roland? Non, j'en ai pas. Non, j'en ai pas, malheureusement. Mais non, voilà. Facile à répondre. Je réponds pas trop en détail, là, mais ouais. Est-ce que c'est un cépage qui peut être ajouté dans un prochain choix, dans une prochaine sélection?
Potentiellement, je ne tourne le dos à rien. Je suis ouverte à tous les cépages. Je m'en fous si les gens pensent « Ah, ils sont pas intéressants », comme je pense que tous les cépages sont intéressants à tester de façon structurée. Donc, s'il y a un intérêt de l'industrie, on va le tester. Ensuite, Marc Théberge redemande, est-ce que la BD de sélection de cépages va être publiée? Je pense que je vais la monnayer. Je vais monnayer l'accès. Il y a eu trop d'efforts qui ont été mis là-dedans. Je pense, oui, on travaille en ce moment. Ben là, je ne sais pas si Mélanie est là aujourd'hui dans la présentation, mais je ne veux pas mettre sur le spot ça, là, mais notre objectif, c'est de faire une méga base de données qui va être disponible éventuellement sur le site du CVQ dans laquelle il va y avoir toute cette information-là. Donc, là, en ce moment, elle n'est pas publiée. Puis le plan à très, très, très court terme, j'en ai pas à ce niveau-là. Parce que c'est un peu mal foutu, mais ça va l'être éventuellement. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je pense que ça a trop une grande valeur. Mais il faut juste bien le structurer, il faut que ça soit bien fait, il faut que ça soit utile, il faut que l'utilisation, faut que ça soit pertinent pour vous. Puis là, en ce moment, dans son format, ça ne l'est pas, je le sais. Fait que, peut-être pour Marc Théberge, ça serait là, mais c'est un geek. Mais je pense que c'est ça. À suivre. OK. Ensuite, P.A. Poirier, combien de plants par cépage avez-vous en terre pour obtenir ces résultats? On a 40 cépages, 40 vignes par cépage. Fait que c'est pas énorme, mais c'est ça. On prend des données généralement sur les 6 vignes du milieu. Fait que dans le fond, nous, on fait des parcelles de 8 vignes. Puis on prend les données sur puis si on a ce 8 vignes-là répétées 5 fois, puis on prend les données sur les vignes du milieu, donc les 6 vignes du milieu. Je pense qu'en 2024, on prenait peut-être juste les 4 vignes du milieu. Là, maintenant, on prend les 6 vignes du milieu. Fait que les données, on a comme 40 vignes, on a des données sur environ une trentaine de vignes. Mais on met les barres d'erreur, fait que vous êtes capable de voir quand même l'étendue de la variance de l'écart type qu'on voit, la variation qu'il y a entre les différentes mesures qu'on a prises. Parfait. Merci. Ça fait le tour des questions des gens en particulier. Il y a aussi des questions pour les personnes qui sont arrivées un petit peu en retard et qui se demandent si la présentation va être disponible. Donc, oui, ça va être disponible. Vous pourrez la réécouter tranquillement chez vous. Surtout si vous avez manqué d'électricité ou autre chose, ce sera possible de reprendre. Donc, d'ici quelques semaines, ça va être mis sur la chaîne YouTube du MAPAC. Merci, Andréane. Merci à vous. Oui, merci beaucoup, Andréane, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pris le temps de partager tous ces résultats-là. Alors, sur ce, je vous remercie d'avoir participé en si grand nombre. Merci aussi pour toutes vos questions. Et encore merci à notre conférencière. Alors, bonne journée et on se revoit le 1er avril.